J'accueille donc Pierre-Olivier Freinet, qui est responsable web et multimédia de Ophi Asset Management. Bonjour. Et puis Charlotte Binch, qui est responsable projet marketing chez Amundi ETF Indexing. Et vous êtes, je crois, tous les deux membres du groupe de travail sur les réseaux sociaux de l'AFG, justement. Exactement. Alors, Pierre-Olivier, Internet, ça fait 15 ans que ça existe, voire plus. Enfin, en tout cas, que c'est répandu dans toute la société. L'asset management, enfin, comment vous le voyez dans cet univers? Parce que quand on parle de stratégie digitale, est-ce que c'est juste Internet, c'est avoir un site web, ou c'est plus que ça? Eh ben, je dirais que c'est un peu comme ce qu'on vient de dire, c'est un peu comme les investissements à l'international, ça se prépare et donc du coup il faut élaborer une vraie stratégie digitale avec un certain nombre d'outils. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'évolution des technologies, on a une multitude d'outils à disposition. On est gâté puisque c'est un domaine sur lequel ça bouge tout le temps. Donc notamment tout ce qui est technologie web avec les dernières versions de HTML5 et ce genre de choses qui permettent finalement de simplifier, de créer des pages web beaucoup plus dynamiques en incluant du rich media et ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses importantes à surveiller et à intégrer. Vous allez avoir tout ce qui est mobilité. Aujourd'hui, c'est ultra important, hein. On parle des sites internet sur Internet PC, mais de plus en plus, les gens consultent en fait Internet au travers de divers devices comme les mobiles, les tablettes. Et finalement, on verra que la partie purement site web, consultation au travers d'un PC va avoir tendance à diminuer de plus en plus. Vous allez avoir aussi toute la partie vidéo animation. Alors c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme le HTML. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de pouvoir faire de la vidéo, faire des montages. Ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Des outils qui sont extrêmement performants, qui sont mis à disposition, ne serait-ce que pour la création, la captation, et puis même, j'allais dire, pour le stockage, hein, puisque aujourd'hui, avec les réseaux, les YouTube, les Dailymotion, vous allez pouvoir avoir accès à des plateformes de mise à disposition de vidéos sans être obligé de vous acheter un système de streaming ou ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt assez important. Alors après, je dirais qu'il y a deux choses qui sont un petit peu différentes. Donc vous allez avoir tous les outils de mailing. Alors aujourd'hui, c'est assez compliqué parce qu'on voit bien qu'on parlait de 20 000 reporting envoyés par mail. Aujourd'hui, tous les clients, les partenaires, les contacts d'asset managers sont inondés de mails. Donc on envoie un maximum de mails. Le mail, jusqu'ici, n'a pas réellement... ça fait des années que ça marche un petit peu pareil, même si bon, on arrive à faire des choses plus ou moins visuellement plus ou moins sympas, mais encore faut-il que les gens les ouvrent. Et donc là, moi, je dirais que par rapport au mailing, il y a éventuellement des pistes. On parlera notamment avec tout ce qui est espace dédié sur peut-être, j'allais dire, déporter des choses et utiliser peut-être les mails de façon différente, vraiment pour des choses très ponctuelles, pour des invités, des choses comme ça, mais on n'a pas forcément des très très bons résultats sur du emailing. Ensuite, vous avez la partie, donc tout ce qui est, j'allais dire, le display, donc tout ce qui est annonce sur des sites divers et variés, donc notamment sur les médias, sur des boursorama, des sites d'information. Alors c'est vrai que là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a tendance à avoir, il y a les problématiques réglementaires, hein, donc, qui font que on en reparlera aussi pour le reste, mais on est obligé, on a une zone qui finalement est assez réduite pour annoncer, sur lesquelles il faut mettre un certain nombre de disclaimers, ce genre de choses, donc l'efficacité du message, il est compliqué. Ensuite, c'est vrai que principalement les asset managers ont tendance à annoncer sur les fonds, les performances, ce genre de choses, et ça devient de plus en plus compliqué, donc c'est pas forcément évident. Et donc nous, par exemple chez Ophi, et puis ce qu'on essaye, et ce qui se voit de plus en plus, j'ai l'impression aussi dans les tendances, c'est finalement au-delà de la pub, du display, en plus ça dépend de la cible que vous avez en face, hein, si c'est des cibles plutôt retail qui consultent ce genre de... ou si vous avez des instits, ils ne vont pas aller forcément sur ces sites-là. Et donc l'idée c'est peut-être plutôt d'orienter ici, plutôt de travailler sur de l'échange de contenu et du partenariat notamment avec des médias, plutôt que juste sur du display. Après, au-delà de ça, on verra, mais il est aussi assez important de pouvoir, quand on fait un message, ainsi de suite, pas forcément
renvoyer vers directement le site de la société de gestion, mais éventuellement travailler derrière une page dédiée, un site dédié. Ce qu'aujourd'hui est quand même plus facilement faisable qu'auparavant. Et après, il y a le dernier carton, le dernier post-it, là, les réseaux sociaux, dont on va parler plus longuement avec Charlotte, mais qui est vraiment une véritable opportunité, justement, un peu pour, en termes de visibilité, influence, notoriété. Et c'est un bon... aujourd'hui, il y a une vraie accélération sur ce sujet, on a vu, et c'est une véritable opportunité aussi financière par rapport, j'allais dire, en comparaison avec les parties display qui aujourd'hui coûtent très très cher d'annoncer sur différents médias. Il faut mettre des tickets, c'est important. Alors, plus particulièrement sur la partie site portail web, donc effectivement, c'est un peu l'incontournable, hein, c'est un peu depuis les années 2000, tout le monde, il n'y a pas une société de gestion qui sort pas, qui n'a pas de site. Alors on disait tout à l'heure la pertinence des sites un peu vieillissants, ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'il faut bien travailler son site. Aujourd'hui, en fait, en termes d'ergonomie, on voit, et puis c'est ce que disent les statistiques aussi, hein, la plupart des gens qui viennent consulter votre site vont venir principalement pour chercher de l'information que vous avez. Donc ils vont venir chercher quoi, des VL et puis les documents de reporting, ce qu'on disait. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est que le gros va se faire sur une entrée, une page d'accueil, et puis après, tac, on vient chercher l'info. Donc c'est là où, effectivement, sur votre page d'accueil, vous allez pouvoir vous présenter, ainsi de suite. Donc la partie corpo, on va la mettre un peu de côté. Et puis, nous, par exemple, chez OFIAM, on a privilégié le fait de dire, sur notre page d'accueil, on va s'en faire le relais de notre actualité. On va essayer de mettre un maximum d'actualité. Alors c'est toujours pareil, l'actualité c'est quoi? C'est ce qui marche, c'est quand on a du contenu, donc ça va être de l'actualité, des publications, mais ça va être aussi, pourquoi pas, des dossiers, des choses qui pourraient intéresser vos clients sur... Alors nous, on va des dossiers qui vont de Solva 2 à l'ISR en passant par... voilà. Donc on s'aperçoit qu'au final, cette page, c'est finalement la page d'entrée, c'est la page la plus importante, hein, puisque c'est le passage obligatoire, et donc il faut qu'elle bouge. Donc si vous avez une page aujourd'hui qui reste statique, mais ça je pense que tout le monde le sait, il faut absolument l'animer. En plus, la plupart du temps, chez les asset managers, on a déjà le contenu, c'est-à-dire qu'on sait, on fait des réunions, on participe à des présentations, clients, donc on a forcément le contenu. Donc l'idée c'est juste de le packager, de le remettre. Après, nous, on a aussi des sites spécifiques. Alors ça, c'est assez important de ne pas forcément avoir qu'un site. C'est pour ça qu'on parle d'un portail web. Et donc, nous, on travaille à la fois sur les sites pour nos filiales. Et puis aussi, lorsqu'on fait un événement, c'est bien d'avoir, en parallèle de l'événement, un site qui va vous permettre, en amont, de pouvoir faire un peu un teaser, de mettre les programmes, ainsi de suite. Le jour de la conférence, de pouvoir y déposer éventuellement les présentations. Et puis une semaine ou deux après, finalement capitaliser sur l'événement, remettre les captations et ainsi de suite. Et finalement, votre événement, au lieu que ce soit une journée, vous allez pouvoir le faire vivre 2-3 mois et capitaliser dessus, et notamment capitaliser sur le contenu qui a été produit en le mettant à dispo. Ensuite, ce que je vous ai dit pour les campagnes digitales, alors si je reviens juste sur la partie site, une des choses les plus importantes, on parlait de la mobilité avec l'utilisation d'Internet sur les tablettes. Aujourd'hui, si vous refaites votre site ou si vous allez en démarrer un, il est impératif qu'il soit en responsive design, donc qu'il puisse s'adapter sur l'ensemble des supports. Nous, aujourd'hui, il y a 4-5 ans, on avait sorti une appli iPad, iPhone, qui est en fait aujourd'hui pas une appli au sens application qui est un vrai outil, mais plutôt une copie du site internet. On a fait un peu un coup marketing à l'époque pour être présent. Aujourd'hui, clairement, la question se pose. À partir du moment où vous arrivez à faire un site en responsive design et qui marche sur l'ensemble des tablettes, l'utilité d'être ou pas sur l'Apple Store, vous allez débourser beaucoup moins d'argent et vous allez avoir quelque chose qui va se maintenir, puisque à partir du moment où vous utilisez le responsive design, l'ensemble des modifications que vous allez faire va se reporter sur les différentes vues. Donc voilà pour les sites. Juste Pierre-Olivier, vous voyez, les gens utilisent l'ensemble un peu vous cliquez sur l'ensemble des données, ou qu'est-ce qui est le plus utilisé?
Nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, au FI, on a une cible qui est principalement institutionnelle. Donc aujourd'hui, notre site, il doit faire 600, 700 vues par jour, à peu près, dans ces eaux-là. Donc dedans, il y a un peu de tout. Il y a du CGP. Alors après, c'est vrai que c'est très, très, très compliqué d'identifier sur un site. Vous allez pouvoir mettre des disclaimers, dire vous êtes qui, et ainsi de suite. Mais principalement, nous, on voit très bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un accès qui est particulier sur la home page. Dès qu'on a des dossiers, ainsi de suite, on va faire un petit peu de chiffre dessus. Et après, c'est directement les fiches produits avec les reporting et puis les VLR. Donc c'est vrai que le reste finalement, c'est une vitrine électronique. C'est un peu le book. C'est presque accessoire ou c'est quand même indispensable? Comment? C'est presque accessoire ou c'est quand même... Non, je pense qu'il faut avoir, parce que vous allez toujours avoir des gens qui veulent venir vous découvrir, puis ça fait partie de l'image de la société d'avoir des pages corporate remplies, de décrire vos expertises, et ainsi de suite. Ça va être En plus, si vous voulez, quand on va parler de campagne display ou de réseaux sociaux, là, pour le coup, ça va être un bon moyen, quand vous allez partir de votre expertise, on en parlera sur les réseaux, mais de faire un renvoi vers ces pages-là et du coup de leur donner un peu plus de visibilité. Mais la plupart des gens qui rentrent sur les sites web des asset managers, ils viennent chercher de la data et de la VM. Voilà. Alors, par contre, sur la partie toujours, j'allais dire web, il y a quelque chose qui est très très important qu'on a développé depuis un petit moment chez Ophi, et puis là on a revu nos stratégies, puisqu'on a une forte clientèle institutionnelle avec beaucoup de mandats de gestion, donc c'est tout ce qui est espace dédié client. Alors ça, c'est une vraie opportunité, et c'est assez important au niveau de la stratégie digitale du groupe, puisque en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, au-delà des convictions, au-delà des fonds, au-delà des perfs, où c'est compliqué à trouver parfois, on peut, au travers de ce genre d'outils, vendre du service finalement. Et c'est ce qu'attendent les clients. Et en termes de fidélisation, je pense qu'aujourd'hui, les espaces dédiés, les espaces clients, les extranets dédiés pour les clients, c'est un vrai atout de fidélisation. Donc aujourd'hui, on va pouvoir... Alors nous, on a mis en place un service qui est assez large, qui va couvrir l'ensemble de nos expertises. Et en fait, on va offrir des reportings dédiés à nos clients. Ils vont pouvoir échanger des documents. Donc du coup, on va pouvoir leur mettre à disposition des calculs pour la transparence. On va pouvoir avoir un vrai échange de demandes clients. Et petit à petit, on enrichit en fait notre système de nouveaux modules pour pouvoir communiquer et donner de l'information à nos clients. Alors en plus, au-delà de ça, aujourd'hui, quand vous avez, contrairement au site internet, il y a des vraies opportunités, puisque la personne, on le voit, nous, pour nos clients mandats, ils viennent tous les mois, 2 fois par mois, récupérer leur reporting. À partir de ce moment où ils se connectent, ils sont authentifiés, ils sont captifs. Donc là, en fait, vous allez pouvoir faire du marketing direct. C'est-à-dire que vous allez avoir un vrai ciblage sur ce qu'ils sont venus voir, ce qui les intéresse. Nous, on leur a mis à disposition, par exemple, des listes de fonds, s'ils veulent regarder, pour se créer des pages de fonds favoris, ce genre de choses. Donc je pense que sur les espaces dédiés, c'est un vrai module qui va permettre de fidéliser et qui est très important à développer. Alors après, c'est vrai qu'en termes d'architecture, c'est un petit peu plus compliqué ce qu'un site internet, ça va demander un peu plus de développement, mais toujours pareil, grâce aux technologies web, à l'avancée des technos, en responsive design, les nouveaux moteurs de production, ça reste des choses qui sont quand même facilement à mettre en place, quoi. Alors, à côté de tout ça, donc, je parlais du pendant sur les stratégies sur les réseaux sociaux. Alors si on replace dans le contexte, aujourd'hui vous avez Internet, et puis sur Internet, en fait, on a parlé de votre portail web, site des filiales, et puis de vos espaces clients. Alors si on regarde vos clients un peu dans la sphère Internet, vos clients ils vont être où? Ils vont être un petit peu partout. Alors dans le meilleur des cas, ils vont être proches de votre site. Alors ils vont venir vous voir, mais bon, on espère que vous ayez ouvert des espaces clients pour tous vos clients. Et puis il y en a, vous en avez pas mal qui se baladent un peu en dehors. À côté de vos clients, vous avez quoi? Vous avez vos prospects. Pareil. Alors on aimerait bien qu'ils viennent plus souvent nous voir.
ça c'est sûr, et de se rapprocher du portail. Mais en fait, quand vous regardez, si vous avez que ces outils-là, vous avez un périmètre qui est quand même assez restreint, quoi, puisque à côté de ça, vous avez les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux sociaux, alors on détaillera un peu après sur Twitter, LinkedIn, mais vous avez plusieurs choses, mais vous avez du YouTube, du LinkedIn, du Twitter, du Google+, des SlideShare, ainsi de suite. Tout ça fait que, en fait, vous avez des zones sur lesquelles vos clients et vos prospects sont déjà en train de se balader sur différents comptes qui peuvent être des comptes soit d'experts, soit des comptes de vos concurrents, soit directement dans des groupes de discussion entre eux, sur lesquels... Et puis, vous avez une troisième population qui est tout ce qui est médias journalistes. Alors, c'est un petit peu pareil. Les médias journalistes, on aimerait bien qu'ils viennent sur notre site, mais ils n'ont pas forcément le temps. Et par contre, ils sont quand même assez actifs sur, justement, tout ce qui est réseaux sociaux. Certains ont des blogs, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est... Ah oui, à côté des journalistes, j'avais oublié, il y a effectivement tout ce qui est expert. Donc, des gens qui ont leur propre compte. Et donc, l'idée... Au-delà de ça, parce que dans ce monde-là, il y a vos concurrents qui, eux, éventuellement, ont déjà pris le pas d'avoir un compte LinkedIn, un groupe de discussion, un blog qui commence à communiquer avec vos propres clients. Donc vous avez plus de chances qui s'ils sont déjà présents, qui rencontrent vos propres concurrents sur les réseaux. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller sur les réseaux et de profiter en fait de cet événement. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux, alors après... on verra, mais ils sont un vrai relais en fait de votre communication. Ils vont vous permettre à la fois de poster des choses, comme je disais tout à l'heure, de relayer du contenu que vous avez publié sur votre site, dans votre page d'actu, vos vidéos, ainsi de suite, donc de leur donner un peu plus d'écho. Et puis vous allez aussi pouvoir vous en servir. Aujourd'hui, il vaut mieux poster votre vidéo sur une chaîne YouTube qui vous appartient et l'encapsuler dans votre propre site que d'avoir votre propre média et ainsi de suite de site. Donc pareil, pour vos présentations type des présentations type SlideShare, vous avez intérêt plutôt à les récupérer et à les mettre sur votre site. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors juste sur la stratégie, comment aller sur les réseaux sociaux en 6 étapes, rapide. Moi je finirai par ça, puisque après Charlotte vous parlera des différentes stratégies. Aujourd'hui, la première étape, c'est information et sensibilisation. Alors, information, formation et sensibilisation. C'est vrai que quand vous êtes comme moi à la communication, il faut d'abord déjà convaincre la direction générale, le COMEX, en leur expliquant, et puis former tout ce monde-là, effectivement. Alors, ça devient de plus en plus facile parce que grâce à des études comme celle d'Alban, là, ça met des coups de pression. Et quand vous allez voir votre directeur général et que vous commencez à parler classement, là, ça bouge. Ensuite, vous avez toute une phase de préparation, donc ça c'est important, c'est ultra important. L'idée c'est de faire vraiment d'aller voir déjà, d'être dans une phase où faire des cartographies, regarder un peu ce qui existe, identifier des thématiques chez vous en tant qu'asset manager sur lesquelles vous êtes légitime. L'idée c'est pas d'aller partout, d'être sur tous les fronts. La deuxième étape qui est assez importante, c'est toute la partie gouvernance et ligne éditoriale. Donc là, ça c'est très important de définir en fait des règles, limite droite, limite gauche. Nous aujourd'hui, on a des comptes d'experts et on a un compte corporate, mais notamment on fait parler nos experts en direct sur les réseaux. On a plusieurs comptes, on a 6 comptes. Et l'idée c'est qu'ils ne soient pas obligés de vous soumettre au contrôle interne, les tweets et chaque fois. Donc il faut bien délimiter limite droite, limite gauche pour éviter que ça dérape. Alors à côté de ça, d'ailleurs, on vous a ramené des guides AMF. AFG, pardon, excusez-moi. Mais c'est pas loin. Et du coup, donc en fait, c'est un groupe de réflexion sur les réseaux sociaux. Donc c'est la directive MIF appliquée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de communication sur les réseaux, on a vu des choses un petit peu qui dérapent et c'est important donc à lire attentivement. On va voir ça effectivement, concrètement. Merci beaucoup. Pierre-Olivier vous a parlé des réseaux sociaux comme étant une aide pour le trafic des sites internet. Les réseaux sociaux, ça aide aussi les marques des asset managers pour être vus, être aimés, être choisis, rester en contact. On peut tout faire avec les réseaux sociaux. Maintenant, ce que je vais montrer ici, c'est qu'il n'y a pas une bonne stratégie. Comme l'a dit, je ne sais plus lequel des intervenants avant moi, la stratégie que vous avez sur les réseaux sociaux doit être adaptée à votre stratégie de développement et notamment à vos cibles clientèles.
Donc on va commencer par LinkedIn. LinkedIn, il y a plusieurs types de stratégies qui sont communément utilisées par les asset managers. La première, c'est la marque employeur. Donc ici, on a Vanguard qui a 43 000 abonnés et qui, lui, ne poste que des informations concernant des postes, concernant la vie de son entreprise, les meilleurs... voilà, comment on vit chez Vanguard, etc. etc. Ils ont aussi des petites pages, soit locales, soit sur certains targets, client targets, mais avec beaucoup moins d'abonnés. On a des stratégies mixtes type BlackRock, c'est-à-dire à la fois une marque employeur, donc on continue à avoir du recrutement, mais on a aussi du push contenu. En l'occurrence, BlackRock et toutes ces autres marques tous les contenus pointent vers leur blog, qui est blackrockblog.com, si je ne me plante pas. Donc là, on a un problème de trafic, puisque les gens qui cliquent sur n'importe quelle news ne vont pas atterrir sur le site business de BlackRock, mais sur un blog qui, lui, est dépourvu de disclaimer, parce que BlackRock a bien compris une chose, c'est que le meilleur moyen de vendre aujourd'hui n'est pas de pousser les produits, mais d'offrir du service et d'instiguer sa marque partout en termes d'expertise. Donc là, on a l'exemple de The Economic Implication of Oil's Drop. Mais il y en a un paquet. Ce qui est assez drôle, c'est que iShares, qui a également une page LinkedIn, partage quasiment à peu près tous les mêmes contenus que la page BlackRock. Encore plus poussée que BlackRock, donc on avait la stratégie mixte avec marque employeur et du push contenu. On a le push contenu avec l'aide des commerciaux, c'est-à-dire qu'on va avoir les commerciaux qui vont se faire le relais des contenus de la société. Le contenu ne va pas être simplement poussé par la page LinkedIn, c'est-à-dire que quand c'est poussé par la page LinkedIn et que, on va dire, le responsable commercial institutionnel trouve que l'article pourrait parler à ses clients qu'il a en contact LinkedIn, va pousser cet article auprès de tous ses contacts. Donc, on arrive à un système où, dans certaines petites sociétés de gestion, ou certaines PME, peu importe qu'elles soient dans la finance ou pas, utilisent LinkedIn désormais comme leur CRM. Ensuite, Twitter. Donc Twitter, c'est l'information en continu, c'est le libre-échange d'informations, c'est aussi la rumeur, donc c'est l'endroit le plus parfait pour interagir avec ces internautes, de faire de l'avant-vente avec de la recherche d'informations sur ce que vont dire les gens de votre marque, de faire ce que j'appelle de la vente, c'est-à-dire pousser du contenu pour attirer l'internaute vers votre site internet. Encore une fois, je ne vous recommande pas de parler produits parce que on le sait tous, quand on reçoit du spam, on n'ouvre pas. Donc c'est le même principe sur Twitter. Et ensuite, de faire des stratégies d'influence, de gérer sa réputation, parce que la rumeur, ça va très vite. Si votre société est clouée et collée, comme on dit sur Twitter, c'est difficile de s'en relever. Quelques sociétés financières en ont fait, le savent. Et d'avoir un service après-vente. Alors, un exemple, je vais en présenter quelques-uns. PIMCO, lui, n'a qu'un seul fil. Au début, c'était le fil de Bill Gross, au tout début, dans la genèse. Ensuite, PIMCO a récupéré le groupe, a récupéré le fil. Il ne tweet que du contenu marché, jamais vraiment marché, jamais besoin client, c'est que les points de vue des gérants. Ce qui est drôle, c'est de savoir que j'ai fait cette présentation au mois de juin. À l'époque, il y avait 1600 tweets sur le fil. Aujourd'hui, il n'y en a que 433. Bill Gross est parti. Je n'ai pas l'explication, je ne l'ai pas demandé à PIMCO, mais on peut imaginer d'où ça vient. Fidelity qui a un fil très orienté client. Alors Fidelity, pour moi, ils ont tout compris en termes de stratégie Twitter et de manière générale réseaux sociaux.
Fidelity, ils utilisent leur fil à la fois pour de la promotion besoin client, c'est-à-dire qu'ils vont tweeter du votre fils veut aller au collège, donc voici les différentes allocations que vous pourriez avoir. Ils ne parlent jamais de produits. Ils mettent vraiment en avant les problématiques des clients en essayant d'y répondre avec une partie style freemium, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler de produits, ils vont mettre une allocation, action, obligation, blablabla, et puis après ils vont attirer vers le site internet où là il y aura peut-être la possibilité d'avoir quelque chose d'un peu plus business. Ils font aussi du service client, donc la moindre personne qui les interroge sur des produits ou autres, ils y répondent en ligne. Alors la plupart du temps en ce qu'on appelle un direct message pour éviter toutes les questions d'ordre juridique et compliance. On a également autre type de stratégie, JP Morgan, qui lui multiplie le nombre de fils. Ce qui est pas... Juste, pardon Charlotte, le direct message, juste pour rappeler ce que c'est, parce que peut-être certains n'ont pas de compte Twitter. Alors, direct message, c'est juste, vous avez la possibilité sur Twitter d'envoyer des messages privés. Tout le fil ne va pas voir forcément. Donc quelqu'un qui... Quand même je sais pas, quelqu'un qui demande, oui, je voudrais avoir des informations sur le produit Ophi, blablabla. Là... Pierre-Olivier va répondre bonjour, quel est votre besoin? Merci de nous suivre afin que nous vous suivions votre problème en message privé. Donc ça évite que tout le monde ait accès à la discussion. Voilà. Ce qu'utilisent aussi beaucoup les banques aussi, pareil. Enfin, tout à fait. Pour éviter d'échanger des informations confidentielles du type numéro de carte bleue, etc. etc. Donc JP Morgan, est-ce que... Non. J'ai pas fait le détail, bon, c'est pas grave. JP Morgan a plein de comptes, c'est pas très ordonné, mais au total, c'est 160 000 followers. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 160 000 followers, il y en a 93 000 qui suivent uniquement Stephanie Flanders, donc la responsable de la stratégie Europe de JP Morgan UK, ce qui veut dire que le jour où elle part de JP Morgan AM, elle part avec ses followers. Donc, les réseaux sociaux sont quelque chose à prendre en compte également au titre... Peut-être tu peux expliquer pourquoi elle a autant de followers aussi. Elle a autant de followers, c'est exactement écrit sur sa bio. I used to be BBC Economics Editor. Now I'm Chief Market Strategist for UK and Europe. So elle était journaliste, donc elle tweetait déjà beaucoup quand elle était journaliste. Elle a engrangé un stock de followers. Et après, où qu'elle ira, ce stock la suivra. Donc, il y a une prime, ce qui va peut-être se développer dans les années à venir, une prime à avoir de l'influence sur les réseaux sociaux. On le verra c'est un jour. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, ça ne se fait pas, mais il va savoir peut-être dans les négociations. On verra. Franklin Templeton, alors eux, ils ont une stratégie par pays. Donc voilà, 104 000 followers au total. On va avancer plus vite. La stratégie d'Air France, pour donner une comparaison, alors eux, ils ont une full stratégie, c'est-à-dire qu'ils vont poster des messages rigolos pour promouvoir leur dernière promo sur les vols. Vous avez un problème d'enregistrement ou de bagages, comme disait hier Réjeanne, et ben vous tweetez, il vous résout le problème dans les 10 minutes. C'est vraiment fantastique. Derrière, il y a une énorme batterie de gens au service clientèle, mais ils arrivent quand même à avoir 371 000 abonnés. C'est une cinquantaine de personnes, tu disais. Voilà, c'est une cinquantaine de personnes environ. Facebook, pour terminer, donc Facebook, je ne vous le présente pas, puisque je pense que vous le savez tous, vous savez tous à peu près ce que c'est. Après, beaucoup plus de gens ont du mal à voir l'utilité qu'on peut en faire quand on est un asset manager. Donc Vanguard, eux, ils donnent la parole aux investisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont poster encore, un peu comme Fidelity, du contenu sur le besoin client, sur la retraite, sur des petites photos. Là, c'est Rise and Save. Donc après, il y a un petit message. Voilà, c'est des petits reminders qu'ils envoient. Ils arrivent quand même à 148 000 likes, ce qui est assez impressionnant. On a BlackRock qui, lui, n'utilise son profil Facebook que pour de la communication interne.
Et un petit exemple de ce qui se fait dans un autre registre en finance et en France, c'est les experts Malakoff-Médéric. Eux, ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'au sein de la société Malakoff-Médéric, ils ont mis en place une association où des salariés bénévoles répondent à tour de rôle aux questions que les gens se posent sur leur retraite. Et du coup, on arrive à 150 000 likes, ce qui, dans la sphère financière, est très impressionnant, et ça marche. Et il y a un nombre de Madame Michu qui posent des questions sur « je suis née en 1939, j'ai travaillé… » C'est très à regarder. Donc, juste les risques quand on va sur les réseaux sociaux. Alors, plutôt, quels sont les risques de ne pas y aller? D'abord, l'usurpation d'identité. Si le nom de votre société n'est pas préempté sur les réseaux sociaux, ben, peut-être que le jour où vous y irez, vous vous rendrez compte qu'il y a déjà une boîte qui fait exactement une boîte qui a posé votre nom. Et donc, ben après, c'est un peu compliqué à récupérer. Je vous passe les détails. Les titres aussi. Il y a un référencement sur les réseaux sociaux de la même façon que sur Google. Donc si vous appelez Michel Martin, ben pour remonter tout en haut, il va falloir que vous engrangiez un certain nombre de followers. Les critiques et les plaintes. Quand on va sur les réseaux sociaux, il faut être prêt à faire face à la critique ou aux plaintes. Parce que dans toutes les sociétés de gestion, les gens se disent « Ah, il faut y aller ». Et puis quand ils se retrouvent avec un truc du genre « J'ai pas réussi à avoir mes codes, ça fait 1 heure que je vous appelle, j'arrive pas à vous joindre », ou etc., etc. Ben, il faut que derrière, la machine, elle s'enclenche très rapidement parce que sur Twitter, les consommateurs s'attendent à ce que la réponse soit fournie dans l'heure qui suit. Ensuite, la rumeur. On avait Madoff dans les médias avec de la rumeur médiatique. Demain, vous avez votre société est clouée sur Twitter. Ben, vous pouvez avoir autant d'attachés de presse que vous voulez, un service client de taré. Ben, appelez les tweetos ou les gens sur Internet qui n'ont pas d'identité propre pour essayer de récupérer le truc. Ben, c'est beaucoup plus difficile, et en général, les sociétés de gestion sont très mal équipées en termes de communication de crise, et la viralité, ben, ça revient un peu à la question de la rumeur que je viens de citer à l'instant. Alors tout en bas, on ne le voit plus, mais il y a marqué les règles. Donc je reviens sur le guide de l'AFG, parce que les sociétés de gestion en France sont déjà très mal informées sur ce qu'elles ont le droit de dire ou de ne pas dire en termes de communication financière autour des produits financiers. On en voit déjà des petites problématiques dans la pub. On voit vraiment des choses qui ne sont pas très bien sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est de la responsabilité de l'intégralité de l'industrie de l'asset management en France. À chaque fois qu'une société de gestion prend une amende sur une thématique de relation client, c'est l'intégralité de notre industrie qui en souffre. Et donc, on vous fait confiance pour lire ce petit guide et pour améliorer vos communications, quelles qu'elles soient. Voilà. Merci Charlotte Binche, je pense qu'on en a pris note. Merci à nos deux intervenants.